Quand on pense gouvernance d'entreprise, on imagine souvent un truc hyper rigide, un carcan de règles. Mais si on voyait les choses différemment, si au lieu d'être un frein, la gouvernance devenait un véritable moteur, un outil qui évolue, qui s'adapte à chaque étape de la vie d'une boîte, c'est exactement ça, le concept de gouvernance agile qu'on va décortiquer ensemble. Et un administrateur qui en a vu d'autres résume tout. La gouvernance, ce n'est pas juste une contrainte pour faire joli. Non, c'est un levier stratégique. Le but, c'est pas seulement de cocher des cases, c'est de permettre à l'entreprise de dérouler sa stratégie de la façon la plus efficace qui soit. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est la gouvernance agile. Ensuite, on va suivre le parcours d'une entreprise, de ses tout débuts en mode start-up, puis sa phase de croissance, jusqu'au sommet, l'introduction en bourse. Et on terminera avec l'objectif final, devenir antifragile. Allez, on commence par le cœur du réacteur. C'est quoi, au juste, cette fameuse gouvernance agile? En fait, l'idée est toute simple. Il n'y a pas de solution universelle. La gouvernance, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure évolutif. Les rôles, les process, les contrôles, tout ça doit se complexifier, mais progressivement. Ça s'adapte en fonction du risque, de l'arrivée d'investisseurs et bien sûr de la taille de la boîte. C'est un cadre vivant, quoi. Passons à la toute première étape, là où tout se joue, le moment où il faut poser des fondations solides pour ne pas que tout s'écroule plus tard. Au début, c'est simple, le seul truc qui compte, c'est la vitesse, et que les fondateurs soient sur la même longueur d'onde. Le conseil d'administration, le board, c'est souvent juste un petit club entre fondateurs. Les décisions se prennent à la machine à café, et les comptes rendus, ça n'existe pas. C'est frais, c'est agile, mais ça montre aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Alors, comment on passe de ce club de potes à une entreprise qui tient la route? Il y a 3 actions qui sont absolument clés. D'abord, un pacte d'actionnaires. C'est le contrat qui définit les règles du jeu entre les fondateurs. Ensuite, un reality check du business plan. Et enfin, surtout aujourd'hui, il faut montrer une traction réelle, un premier produit qui marche, par exemple, avant même d'aller chercher beaucoup d'argent. Cette analogie, elle est un peu brutale, mais tellement juste. C'est un problème super courant. D'un côté, il y a la grande vision, la stratégie. De l'autre, ce qu'on fait au quotidien. Et entre les deux, rien, le vide. Un administrateur indépendant, son rôle c'est justement de forcer la connexion entre les deux, d'ancrer le projet dans une réalité qui peut être financée et réalisée. L'entreprise grandit, les premiers succès sont là. Bienvenue dans la phase de scale-up. Et avec elle, de tout nouveaux défis de gouvernance débarquent. Là, l'objectif change du tout au tout. Il faut commencer à structurer, mais sans perdre l'agilité des débuts. Le conseil s'agrandit un peu, on fait entrer 1 ou 2 administrateurs indépendants pour leur regard neuf, et le focus se déplace. Maintenant, on parle suivi d'objectifs, gestion du risque et préparation des prochaines levées de fonds. Attention, cette phase est pleine de pièges. Le conseil qui se met à faire du micromanagement, c'est un classique. Ou encore gérer l'ego des fondateurs face aux premières critiques du marché. Il faut aussi réussir à recruter les premiers managers qui ne sont pas des fondateurs et mettre en place un suivi rigoureux avec des indicateurs de performance. Alors ce fameux syndrome du plus beau bébé, c'est un moment psychologique fascinant. Imaginez, les fondateurs ont tout donné pour leur projet. C'est leur bébé. Et pour la première fois, quelqu'un d'extérieur vient leur dire sans détour « Votre bébé n'est pas si parfait que ça ». C'est brutal. Le rôle de l'administrateur indépendant, à ce moment-là, c'est d'être un mentor, d'accompagner ces discussions difficiles et de recaler les attentes sur la vraie valeur de l'entreprise. On arrive maintenant au boss de fin, au sommet de la complexité, la préparation d'une entrée en bourse ou d'une vente. C'est là que la gouvernance passe au niveau expert. Le mot d'ordre ici, c'est la crédibilité. Le conseil s'élargit encore, et cette fois, il faut une majorité d'indépendants pour rassurer tout le monde. Le focus change encore. Maintenant, on parle rentabilité à long terme et solidité des process. Tout doit être documenté, carré, présentable et capable de résister à n'importe quel audit. Et c'est là qu'on voit un fossé, mais un fossé énorme entre la vision des fondateurs et la réalité du terrain. Pour eux, une IPO, c'est juste un moyen de lever plein d'argent pour aller plus vite. Pour les administrateurs qui sont déjà passés par là, c'est une toute autre histoire. Eux, ils connaissent l'envers du décor, la préparation de dingue, la responsabilité personnelle qui explose et la lourdeur du quotidien post-IPO. Cette anecdote perso, franchement, elle est incroyable. Elle dit tout. Elle montre à quel point s'engager dans une boîte cotée, surtout sur un marché aussi exigeant que le Nasdaq, c'est une charge et une responsabilité colossale, bien au-delà de tout ce que les fondateurs peuvent imaginer. Au bout de ce parcours, on pourrait se demander, mais quel est le but ultime de toute cette gouvernance qui se complexifie? Ce n'est pas juste pour contrôler le risque en fait. L'objectif final, et c'est ce que défendent des organisations expertes comme APIA, c'est de construire une entreprise qui ne se contente pas de survivre aux crises. Non, une entreprise qui en sort plus forte. Et ça nous amène à ce concept génial d'antifragilité. C'est un peu le niveau supérieur de la résilience.
Une bonne gouvernance agile permet à une boîte de mieux naviguer dans le brouillard, d'apprendre de ses échecs et de s'améliorer en permanence face aux défis. Elle se renforce dans l'épreuve. Cette métaphore de l'épice, elle est juste parfaite pour conclure. Elle montre bien que l'administrateur indépendant, il n'est pas là pour l'éternité. C'est un rôle de passage. Il apporte la bonne compétence au bon moment. Un mentor au début, un régulateur pendant la croissance, un architecte avant l'IPO. Et une fois sa mission finie, il laisse la place à d'autres expertises. Et voilà qui boucle notre analyse. Ça laisse une question en suspens, une question que chacun peut se poser pour sa propre organisation. Est-ce que la gouvernance y est vécue comme un fardeau, un ensemble de règles qu'on subit, ou est-ce que c'est un outil stratégique qu'on utilise activement pour devenir plus agile, plus performant et, au final, antifragile ? La réflexion est ouverte.